Voilà, voilà. Euh, bon, il est 6h15, hein, donc on va quand même y aller. Euh, voilà, donc aujourd'hui, c'est une soirée qui sera consacrée toujours à l'étude de graphes. Je peux reprendre le calendrier ici. Nous sommes le 28 mai. Il y a 3 cours sur les graphes et voilà le planning pour ce soir. Ce sont des problèmes dits d'optimisation. Alors, c'est toujours au même endroit, le même lien ici sur Moodle qui nous amène à cette page-ci. Et ici, pour l'optimisation, vous voyez qu'il y a un chapitre entier, 35, c'est graphe optimisation. Dans lequel il y a, alors il ne faut pas télécharger le syllabus, ce n'est pas tellement utile maintenant, on va travailler directement sur un exercice pour comprendre de quoi il s'agit et comment on résout ce genre de problème. Voilà, donc je vous propose de télécharger le 35 énoncé.ods. Voilà. Bon, il y a un certain nombre de feuilles ici. Bien sûr, on ne fera pas tout. Je ne vais pas m'attaquer vraiment au premier problème. Là, l'avantage du premier problème et l'inconvénient, c'est qu'il est très mathématique. Le but n'est pas de faire des mathématiques pures, mais des mathématiques appliquées. Ici, évidemment, vous avez un problème épuré, donc on pourrait peut-être juste regarder de quoi il s'agit, et puis on l'appliquera alors à des cas réels. Donc, en fait, on veut trouver une solution. Ici, c'est 2 variables, donc il y a 2 valeurs que l'on veut trouver qui répondent à un problème. Alors, c'est pas tout à fait, c'est pas un système d'équations. On ne dit pas, tiens, on va trouver 2 équations, 2 inconnues dans 2 équations. C'est pas ça. Il y a en fait plein de valeurs x1, x2, appelons-les x1, x2, qui existent, qui peuvent répondre au problème, mais parmi toutes ces solutions, c'est bien là la différence, parmi toutes les solutions possibles, il y en a une qui m'intéresse, c'est l'optimale. Alors l'optimal, c'est quoi? Ben voilà, c'est un peu tout ce genre de choses que l'on va considérer dans les problèmes qui viennent. Donc à la base de tout, 2 valeurs quantitatives, souvent positives et entières. Et dans ce cas-ci qui est purement mathématique, on peut vous demander de me trouver x1 et x2 tel que ici, le calcul, donc 3x1 plus 2x2, qu'on va appeler z, soit maximisé. Et là, évidemment, tel que c'est posé, vous avez déjà une partie du problème, mais vous n'avez pas tout, parce que quelles sont les valeurs x1 et x2 qui vont maximiser ceci? Ben, vous pouvez mettre x1 et x2 aussi grand que vous voulez, vous allez toujours trouver une valeur plus grande. Donc, évidemment, là, il y a plein de valeurs qui peuvent maximiser, mais on va chaque fois en trouver une meilleure après. Donc, il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est les contraintes. Les contraintes, en fait, ce sont souvent des inéquations de ce type-ci qui vous empêchent de monter très haut. Par exemple, si vous prenez x1 égale 100 et x2 égale 100, ben vous avez z égale 300 plus 200, 500. Mais alors là, vous violez les contraintes qui sont données ici, ne fût-ce que la première. 2x1 plus x2, ça ferait 2 fois 100 plus 1, 300, qui n'est plus inférieur à 18. Et idem pour les autres. Donc, il y a des contraintes ici qui font que x1 et x2, ben, il faut le chercher, mais pas trop haut, pas trop.
Mais où? Ah, voilà. Donc, voilà, j'ai résumé un problème d'optimisation. Donc, trouver deux variables, enfin, c'est souvent 2, 3, 4, 5, une variable. Vous avez une fonction à optimiser, c'est maximiser, minimiser, parfois, ça dépend. Et vous avez des contraintes. Voilà. Voilà une introduction très mathématique, très courte, mais je vous propose de l'appliquer maintenant directement à un problème réel. Et donc, je vous propose de prendre la feuille suivante, qui est Albert. Albert. Alors, Albert est un artisan qui vend des sandwichs. Alors, attention, on va passer un certain temps à comprendre l'énoncé, puisque cet énoncé sera traduit sous une forme plus ou moins mathématique. Et ce qui va demander un certain effort, parce que ce n'est pas intuitif. En tout cas, les premières fois, ce n'est pas intuitif. Donc, regardons d'abord le problème de près. Albert vend des sandwichs au fromage, deux types de sandwichs, les A et les B. Le A, c'est le high cheese, avec deux tranches de fromage, et les B, c'est single cheese, avec une tranche de fromage. Bien sûr, le A est vendu plus cher que le B. Hein. Pour fabriquer ces sandwichs A et B, il a besoin de deux constituants C et D, c'est-à-dire il a besoin d'un stock de sandwich et d'un stock de tranches de fromage. Donc nous pouvons dire ici, Albert fabrique ces deux produits A et B, à partir de deux composants. J'avais dit constituants, c'est des composants C et D. Et en fait, si on résume bien, pour faire un sandwich high cheese, on a besoin d'un sandwich et de deux tranches de fromage. Pour faire un sandwich single cheese, on a besoin d'un sandwich et d'une tranche de fromage. C'est ce qui est indiqué ici. Comme il s'agit de produits frais, Albert, dans cette petite roulotte là, ou je ne sais pas quoi, il a du pain, il a des sandwichs, et il a du fromage. Il n'en a pas une infinité. Et notamment, c'est même plus précis que ça, il a 7 sandwichs et 9 tranches de fromage. Et enfin, dernière information, la marge est de 3 € sur le produit A et de 2 € sur le produit B. Ce n'est pas extrêmement réaliste comme contexte, évidemment. Je ne pense pas qu'un vendeur de sandwich réfléchisse comme ça, bien sûr, mais ça simplifie le problème, et alors, sur le plan pédagogique, c'est plus facile comme ça. Voilà, en fait, on peut déjà quelque part se dire, mais alors je vais plutôt regarder ici, je vais vous montrer. Voilà ici, on va faire un petit zoom arrière. Voilà. On peut visuellement représenter, là, en bleu foncé, ce sont les sandwichs, le sac de sandwich, et D, c'est les tranches de fromage. Voilà, c'est au frigo, tout ça. Et quand on lui demande d'en fabriquer, il fabrique des sandwichs high cheese, mais chaque fois, il consomme, évidemment. Pour un sandwich high cheese, il va consommer un sandwich et 2 tranches de fromage. Il peut aussi fabriquer les produits B. Là, ça consomme moins de fromage, donc il peut en faire plus, mais le retour est moins important financièrement. Et alors là, vous avez une solution. Voilà une solution possible. 3 sandwichs A, 3 sandwichs B, et il restera une tranche de fromage. Et alors on peut calculer le gain, puisque donc il y a 3 sandwichs A, c'est 3 fois 3, 9. Je rappelle que c'est 3 € pour le produit A. Donc ça fait 9 ici. Et 3 fois 2 pour le produit B, puisque 3 sandwichs avec 2 €. 3 fois 2, 6. 9 plus 6, ça fait 15. Donc avec cette solution-ci, qui est donc techniquement autorisée,
il vendra, il va gagner 15 euros. Et il lui restera une tranche de un pain. Il restera un pain à la fin. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Alors, bien sûr, c'est pas réaliste parce qu'en fait, souvent, on fabrique les sandwichs à la demande du client. On ne les fait pas à l'avance, hein. Bon, évidemment. Enfin, c'est rare. Donc, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. On est ici dans un modèle où on produit en fonction de ce qu'on a et pas en fonction de ce qui est demandé. Donc, un peu discutable, mais ça me permet de faire un beau petit problème. Et on va maintenant, alors là vous avez un beau graphique à droite, on va le regarder plus tard. On va d'abord modéliser et poser tout ce qu'on vient de dire dans le tableur. Je n'ai pas tout lu dans l'énoncé, mais presque, et on me dit ici, déterminer le programme de fabrication qui maximise la marge totale. Donc, combien doit-il fabriquer de sandwich A et de sandwich B pour maximiser son gain? Bonjour. Voilà, c'est ça la question qui est posée. Et vous avez un template qui est prévu ici, parce que, surtout au début, mais même encore après, la difficulté, c'est de se dire comment dois-je commencer? Quelles sont les variables? Comment est-ce que je calcule la marge et tout ça? Alors il y a une démarche, une recette à suivre, et c'est d'abord de bien déterminer, c'est le premier pas, bien déterminer les variables que je dois déterminer. Qu'est-ce que je dois déterminer? En fait, ici, ce que je dois déterminer, c'est le nombre de sandwichs de type A, donc les high cheese, ou de type B, les single cheese, que je dois donc, combien je dois fabriquer de chaque, pour maximiser mon gain, et en respectant mes contraintes, c'est-à-dire mon stock, qui est fini. Donc, les variables de départ, ce sont les quantités de sandwichs que je vais produire. Parce qu'une fois que je choisis ça, ça devient très facile de calculer la marge, une petite formule finie, et ce sera très facile d'établir les contraintes. Puisque chaque fois que vous produisez un sandwich A, eh bien, vous avez consommé, par exemple pour le A, vous avez consommé un sandwich et 2 tranches de fromage, des choses pareilles. Donc votre stock a diminué. Et tout ça va être très facile à mettre dans une petite formule, et voilà. Bon, alors, bien entendu, pour poser tout le problème, et que je dois écrire des formules, j'ai besoin de donner des valeurs de départ. Je vais mettre des valeurs quelconques. Je vais mettre par exemple 10 et 15. Ce ne sont pas les bonnes valeurs. Mais au moins comme ça, mes formules, je pourrais tester mes formules. Donc supposons un scénario où on produit 10 high cheese, 15 single cheese. Ici, à côté, on propose de mettre les prix, enfin les prix ou la marge, plutôt la marge unitaire. Pour le sandwich high cheese, c'est 3 euros. Pour le single cheese, le B, c'est 2 euros. C'est ce qu'il a indiqué ici. Quand je connais ça, dans le scénario qui est ici, ben maintenant, je peux directement me calculer la marge que je vais avoir. Alors cette marge, ce sera donc le nombre de sandwichs A vendus fois 3 euros, donc 30 euros pour les A. Le sandwich B, ce sera 30 euros, s'il y a ces 15 fois 2, 30, donc 30 plus 30, ça fera 60. Plus 15 fois 2, ici. Voilà, 60 euros. Et bien entendu, si je modifie les valeurs, je vais mettre 5 et 15, par exemple. Voilà, là, ça me fait 3 fois 5, 15, 15 fois 2, 30, donc le total fait 45. Voilà. Donc ça, c'est la première petite formule. C'est une formule qui me calcule la marge. C'est une formule linéaire. Alors ça, c'est très important.
parce que dans la première méthode qu'on va voir ici, on est obligé d'avoir des équations, des formules plutôt linéaires. Ça veut dire quoi linéaire? C'est comme ici, ça veut dire c'est une valeur fois une autre, plus une valeur fois une autre, etc. Pas de formule compliquée, pas de min, de max, pas de si, pas de logarithme, pas de cosinus. Bref, c'est tous des trucs en ligne droite, même pas de division, ça n'ira pas. Donc rien que des plus et des fois et des moins. Voilà, et c'est le cas ici. Donc ça, c'est pas suffisant, parce que si maintenant on demande à Excel, parce que c'est Excel qui va résoudre ça, hein, c'est pas nous. Hein. Comment est-ce que Excel va résoudre ça? Ça, on verra plus tard, mais pour l'instant, Excel ne saurait pas, Excel ou le tableur, hein, excusez-moi, ne saurait pas résoudre parce que si on lui demande de maximiser la marge, eh bien, en changeant les valeurs ici en orange, dès qu'il augmente une valeur, ben, il augmente la marge. Et donc, évidemment, on ne s'arrête jamais. On peut continuer à augmenter. Donc, il manque des contraintes. Et donc, ces contraintes, il faut les imaginer. Quelles sont les contraintes? Contraintes ici, ce sont les ressources. Les ressources pour fabriquer des sandwichs sont limitées. Je vois ici, c'est indiqué dans l'énoncé, au début de la journée, Albert dispose de 7 sandwichs et de 9 tranches de fromage. C'est là que ça va bloquer. On peut d'ailleurs déjà se dire, parce qu'un premier raisonnement pourrait être, vu que le sandwich A, le high cheese, rapporte plus, je pourrais ne fabriquer que des high cheese. Combien est-ce que je peux en fabriquer de high cheese? Est-ce que vous pouvez me dire combien je peux fabriquer de high cheese au maximum? Par exemple, 6. Est-ce que je peux fabriquer 6 sandwichs high cheese? Est-ce que j'ai assez de pain et assez de fromage pour le faire? Non? Vous dites non, vous avez raison. Il faudra détailler maintenant. Hein. Ah oui. 7 sandwichs. Alors, c'est vrai que là j'ai mis le 6, donc c'est vrai que dans le scénario avec les deux, on n'y arrive pas, il n'y a pas assez de sandwichs. Tout à fait. Supposons que je mette 6-0. 6-0. Est-ce que je m'en sors en termes de sandwich, par exemple? Ah, ça c'est vrai. Donc, alors, parce qu'il y a deux choses, il y a les sandwichs et le fromage. En termes de sandwich, là j'ai assez de sandwichs, parce que j'en ai 7. Et là, je ne fabriquerai, dans ce programme de fabrication, je n'en fabriquerai que 6. Donc j'ai assez de sandwichs. Par contre, le fromage, il y a un problème. Parce que pour chaque sandwich de type A, le high cheese, j'ai besoin de donc 2 tranches de fromage. Donc de 12 tranches de fromage. 6 fois 2, 12. Or, je n'ai pas 12 tranches. Je n'ai que 9 tranches de fromage. Donc là, je suis au-dessus de mes limites. Donc ça, je ne peux pas faire. Et en fait, là, on comprend, sans faire de formule, on comprend que avec 9 tranches de fromage, je suis limité à 4 sandwichs de type A. 4 fois 2, 8, c'est en dessous de 9. Il me reste une tranche, mais avec une tranche, je ne sais pas faire l'autre. Donc voilà une possibilité. 4 sandwichs high cheese, 0 sandwich single cheese, ça me rapporterait 12 euros. Oui, 4 sandwichs à 3 euros de gain, 12 euros. OK. Il y a peut-être mieux. Bon, c'est ça qu'on va essayer de déterminer. Mais on va revenir aux contraintes. Donc il y a une contrainte sur les composants que j'ai à l'origine. Réfléchissons sur les sandwichs. Quel que soit le scénario qu'il y a ici, comment est-ce que je vais calculer ma consommation de sandwich? Je rappelle que quand je fabrique un sandwich high cheese, j'ai besoin d'un sandwich, et un single cheese, j'ai besoin d'un sandwich, dans les deux cas. Donc, à votre avis, comment vais-je calculer ma consommation de sandwich quand le scénario là est défini? Quelle est la formule que je dois écrire? Ou bien simplement dites-vous bien, vu le 4 et le 0, comment est-ce que je calcule le nombre de sandwichs consommés? Vous voyez pas? Il suffit simplement d'additionner
ce nombre-ci, avec celui-là. C'est bien ça que ça veut dire. On va mettre la formule ici, à côté. Voilà. Dans ce scénario-là, j'aurai consommé 4 sandwichs. Et je vais aller un peu plus loin. Je vais exprimer ma contrainte. 4 sandwichs, je vais l'écrire ici d'une façon naturelle, est plus petit et doit rester plus petit que la limite. La limite a été fixée dans l'énoncé, c'est 7 sandwichs. Donc ma contrainte n'est pas violée. Et alors, même raisonnement, un tout petit peu plus difficile pour le fromage. Dans ce scénario-ci, je vais peut-être le compliquer un peu, je vais mettre 4 et 2. Voilà. 4 et 2, donc j'ai consommé 6 sandwichs. Enfin, logique. Ça me rapporte 16 €. OK. Et maintenant, est-ce que j'ai assez de fromage pour faire ça? Donc il faut se demander combien est-ce que je consomme de fromage avec ce programme ici, enfin ce programme, donc ce planning de production. Alors comment est-ce que je calcule cette quantité? Bon, quand je produis un sandwich high cheese, je consomme 2. Donc je pourrais écrire égal 2 fois ce qui est consommé, 2 fois B8, plus la consommation pour le B, là c'est single cheese, une tranche, donc je veux dire juste plus B9. Et en particulier ici, donc, 4 high cheese et 2 single cheese, ça me fait consommer 10 tranches de fromage. Et ça ne marche pas puisque je n'ai que 9. Donc je vais dire tout de suite, voilà, plus petit ou égal à 9. Et là, voilà, là il y a une contrainte qui est violée. Voilà, une contrainte est violée, la solution n'est pas acceptable. Mais ça, on va le dire à Excel, hein, parce que moi j'ai juste écrit, hein, mais on va le dire à Excel, d'en tenir compte et de me calculer une solution faisable. Donc là, vous avez la deuxième contrainte. La contrainte a souvent cette forme-là. Vous calculez une valeur, souvent une consommation, et elle doit être plus petite que la limite que l'environnement vous impose. Par contre, je peux faire 3 et 2. 3 et 2, ça c'est bon. Hein. Ça me rapporte que 13 €, mais je sais le faire. Évidemment, je n'aurais pas consommé tous mes sandwichs, ni tous mes, ni toutes les tranches de fromage. Enfin bon, voilà. OK. Alors, là, on a posé le problème. Donc, ce n'est pas un exercice très facile, enfin, au début surtout, parce qu'il faut vraiment se dire quelles sont mes variables, qu'est-ce que je cherche. Qu'est-ce que je cherche à connaître? C'est le programme de fabrication, donc combien de sandwichs de chaque sorte je devrais fabriquer pour maximiser la marge qui est donc calculée à partir de ces données de départ, tenant compte des contraintes qui sont également calculées à partir des données de départ. Ici, voilà. Le problème est entièrement posé. Et maintenant, je peux aller... Est-ce que j'y vais maintenant ou j'attends un petit peu? Je vais encore attendre un petit peu parce que vous êtes mûrs ici, donc ça, je vous ai montré. Hein. Donc ça, c'est quoi comme solution? 3, 3, il reste 1. Ah oui, on peut encore faire ça. 3, 3. Ça, donc je mets 3A et 3B. C'est 3A, 3B. Donc voilà, et on dit qu'il reste un C, donc un fromage après. Tiens donc, attendez. « 9 et 9. Non, il me reste un sandwich, pardon, pas juste. Il me reste un C. Le C, c'est le sandwich, c'est pas le fromage. Ça, je disais bien. Il me reste en effet un sandwich et tous mes fromages sont consommés. Donc là, vous avez en fait une information sur votre consommation et vous pouvez même dire ici, en plus, que vous avez tout consommé puisque vous avez vidé tout le stock de fromage. C'est aussi une information éventuellement intéressante. On ne l'utilise pas hein, pour simplifier les choses, mais on pourrait le faire. Alors, avant d'aller dans Excel pour résoudre ça, parce qu'on est vraiment là dans le schéma type d'un problème que le tableur peut résoudre, dans ce qu'on appelle le solver, mais on va d'abord regarder un petit peu ça d'une manière
géométrique. Alors là, ça paraît un peu bizarre parce que si je vous dis que ce graphique, ce dessin, ce screenshot plutôt, ça vient de GeoGebra, je ne suis pas sûr. Vous ne devez pas le dessiner, hein. C'est juste pour illustrer. Et je vais aller en mode... Ah mais j'étais déjà en annotation de bureau. Voilà. Je vais me mettre en mode annotation de bureau pour vous expliquer ce que c'est. Donc, voilà. Gros effort par ces temps de chaleur, je vais me lever. Ah bon. Donc ceci, ça représente l'espace des solutions. Ça paraît très bizarre. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi la solution. Les solutions. Parce qu'il y a plusieurs solutions, on veut trouver la meilleure. Eh bien, les solutions, donc, c'est deux variables. Donc, si je veux définir une solution, je dois dire combien de A et combien de B. Il me faut deux nombres pour définir une solution, comme vous voyez. Deux nombres, c'est bien, parce que je peux faire un plan. Un plan, donc un graphique en plan. Vous avez un axe, ici, ça, ce sont le nombre de produits A que vous fabriquez, et pas de créativité superflue, là, c'est le nombre de produits B que vous fabriquez. Je dirais donc, voilà, que chaque point A, B, donc les deux valeurs-là, en soi représente une solution. 3, 3, par exemple. 3, 3, c'est ici. C'est là. C'est une solution valable. C'est une solution valable. Ah oui, est-ce que les valeurs ici, là c'est des valeurs entières, est-ce que je peux mettre des valeurs décimales? Décidez-vous, est-ce que vous vendez des demi-sandwichs? Non. Donc, pas de décimales dans ce problème-ci. C'est pour ça qu'a été dessiné ici des pointillés pour faire un quadrillage. Et en fait, les solutions ne se trouvent, les solutions possibles ne sont que aux intersections des quadrillages. Ce qui pose un petit problème technique. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais solution entière uniquement. Et il y a également une autre contrainte, est-ce qu'on peut avoir comme solution au problème des valeurs négatives? Non plus. On ne sait pas vendre moins 2 sandwichs. Ça n'a aucun sens. Donc, on a donc en fait, quand je dis qu'il y a deux contraintes ici sur les quantités en stock, il y a en fait deux autres, c'est valeurs positives et entières. Voilà. Donc ça c'est dans l'absolu, j'ai deux axes, un pour les nombre de produits A, de high cheese, et B pour les single cheese, mais on sait bien que toutes les combinaisons ne sont pas valables. On vient d'en discuter, il y a des contraintes. Et alors c'est ça qu'il faut regarder maintenant, c'est tout ce qui est assuré. Ce qui est assuré ici en dessous, tout ce qui est assuré, ça veut dire exclu des solutions. C'est ça que ça veut dire. Donc les hachures ici, une espèce de jaune-vert là, c'est des valeurs de B négatives. Comme vous voyez là, il y a un moins 1, c'est exclu. On ne peut pas avoir de valeur de B négative. Hein, on vient de le dire. Donc j'ai assuré tout ce qui correspond à B négatif. Idem pour A, bien sûr, et là c'est en vert. Hein, donc vous avez là A égale moins 1, par exemple, interdit, on assure toute la zone là. Voilà. Donc ça explique ce bord ici, qui est donc le bord, si je puis dire, de mon espace des solutions, et voilà un autre bord de mon espace de solution. Je suis en train de définir un polygone, en fait. En fait, dans la réalité, c'est un polygone parce qu'il n'y a que deux variables. Dans la réalité, vous pouvez avoir 10 variables, hein, si vous voulez. C'est pas ça qui pose problème. Enfin, ça me pose un problème en tant que prof parce que vous expliquez le même truc avec 10 variables. Là, je ne sais pas le faire graphiquement. Avec 2, je peux encore. Hein. Alors, on ne parlera pas de polygone, mais des polyèdres. Polyèdre, c'est en 3 dimensions ou plus. Parce qu'en 4 dimensions, ça existe aussi mathématiquement, mais on ne sait pas le visualiser. Bref. Donc, ça, c'était les premières contraintes, disons, assez intuitives. Hein. Pas de nombres négatifs, etc. Des nombres entiers, voilà. Donc, ça limite évidemment l'espace. Mais il y a maintenant les contraintes supplémentaires
qui sont ici. Alors là, je vais prendre une autre couleur, prendre du bleu par exemple. Cette contrainte-ci, ça touche, ça concerne le C, donc c'est le nombre de sandwichs. C'est ça? Oui. C'est le nombre de sandwichs qui est la somme. Bon, et en fait, il y a une équation, hein, ici, enfin bref, une formule, une équation, enfin peu importe. On ne va pas faire de maths, on ne va pas écrire de formule mathématique. Hein. C'est juste pour vous montrer une analogie visuelle. Cette contrainte-là, ça va se représenter, puisque c'est linéaire de nouveau, hein, c'est une variable plus une autre, c'est x plus y ou a plus b, si vous voulez, ça se représente par une droite également. Cette droite, en fait, vous la voyez, elle est là. Alors, pourquoi est-ce que c'est cette droite-là? Elle continue d'ailleurs, hein, ici, mais enfin, on s'en fout un peu. Ça, c'est une contrainte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de solution au-delà de cette droite. On ne franchit pas le Styx, comme vous connaissez la mythologie grecque. Bref. Oui, parce que de l'autre côté, c'est le royaume d'Hadès, hein, et des morts. Donc, on va rester gentiment de ce côté-ci. Donc, voilà. Alors, comment expliquer ça? Ben, vous allez voir intuitivement, c'est pas si compliqué. Regardez un peu le point ici, là. 7, A vaut 7, B vaut 0. C'est une solution où vous fabriqueriez 7 sandwichs A et 0 sandwich B. Pour ce qui est de la contrainte sur les sandwichs, il n'y a pas de problème. Alors vous allez me dire, oui mais non, avec les fromages, ça ne va pas, il n'y a pas assez de fromage. D'accord. Je ne parle pas des fromages, je parle uniquement du pain, des sandwichs. Ça, c'est une solution valable. Si je fabriquais, par exemple, 6 sandwichs high cheese et 1 single cheese, de nouveau, ça va bien, j'ai consommé tous mes sandwichs. Je suis à la limite de ce que je peux consommer. 6, 1, etc. Et donc, en fait, tous les points qui sont sur cette droite répondent un peu à l'équation que A plus B égale 7. 7, la limite de ce que je peux faire avec le pain que j'ai. Voilà, ça, c'est ça que ça veut dire. Vous ne pouvez pas donc avoir, donc c'est pour ça que c'est hachuré en bleu, c'est en bleu, hachuré en bleu, vous ne pouvez pas avoir de solution au-delà de cette droite. Et rebelote avec la dernière, je vais la mettre en rouge. C'est pour les hachures qu'il y a ici. Il y a évidemment cette contrainte-ci, qui est donc le même raisonnement, mais sur le fromage. Il y a une autre droite que je peux tracer, vous la voyez là. Ops, ici, voilà. Et elle exprime, elle, les contraintes sur le fromage. Et alors, en effet, bon, alors là, on a un petit problème parce que c'est 4,5. Les 4,5, c'est encore assez logique, là. Là, c'est 4,5, hein, c'est entre 4 et 5. Oui, mais c'est logique parce que, c'est vrai, si vous pouviez fabriquer 4 sandwichs A et demi, vous auriez consommé 9 tranches de fromage, qui est juste tout le fromage. C'est pas possible, hein, évidemment. Mais regardez par contre ici, là, vous avez A égale 0, B égale 9. Dans l'absolu, on ne tient pas compte du nombre de sandwichs, on regarde juste le fromage. Dans l'absolu, en effet, s'il n'y avait que les contraintes sur le fromage, je peux fabriquer 9 sandwichs B puisque j'ai 9 tranches de fromage. Mais pas plus. Mais pas plus. Et donc, voilà un peu les deux points. Puis le reste, c'est la même chose. Hein. Vous faites ça entre les deux. Vous avez donc une autre limite en rouge qu'on ne peut pas franchir. Il n'y a pas de solution au-delà de la ligne rouge. Donc cette représentation ici, c'est pour vous montrer ce que c'est que ce problème d'optimisation et ce que c'est que les contraintes. Ça délimite un espace. Donc maintenant, on a un polygone ici, irrégulier évidemment, enfin c'est rare qu'il soit régulier, et dedans se trouve la solution, ou les solutions. Oui, il y a plusieurs solutions, mais il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse. Prenez par exemple la solution triviale 0, 0, techniquement parlant, faire 0 sandwich A et 0 sandwich B, c'est une solution. Oui, c'est pas très intéressant, mais c'est faisable. Hein, c'est faisable. C'est faisable de ne rien faire. J'ai une bonne nouvelle quand il fait chaud. Bon, voilà.
Et vous pouvez dire la même chose pour chacun des points qu'il y a ici. J'ai déjà dit le 3-3 hein, qui est là. Voilà, il est là sur la limite. Mais on peut être sur la limite. Hein. La droite, on ne peut pas la franchir, mais on peut être dessus. Hein, on peut être dessus. C'est même très bien d'être dessus parce qu'alors, vous consommez entièrement vos ressources. Je dis, est-ce que c'est bien de consommer toutes ces ressources? Oui, ça dépend du problème. Ici, c'est parce que comme c'est du frais, hein, s'il reste du pain en fin de journée, c'est embêtant, parce que le pain, il va être rassis, vraiment. Donc, ici, on va dire, c'est plutôt bien de consommer toutes les ressources. Et c'est pour ça que je disais qu'on peut à la limite enrichir le problème en lui disant que s'il y a des restes de nourriture, on perd de l'argent parce qu'il y a un reste de nourriture, parce qu'on va le jeter, voilà, et moralement, c'est pas bien, enfin bon, voilà. Bon, mais on ne le fait pas ici. Mais donc, en tout cas, avoir une solution sur les droites est tenable, hein, ça on peut avoir, mais pas au-delà. Donc, vous avez votre polygone blanc, hein, tout ce qui est en blanc, c'est la zone autorisée. Et donc maintenant, quelle est la meilleure solution? Vous avez l'ensemble des solutions, et c'est pour ça qu'on appelle ça un problème d'optimisation, parce qu'il y a plein de solutions. Quelle est la meilleure? Les meilleures. Ça pourrait arriver aussi. Et là, je vais passer à la couleur verte. Parce qu'il y a des lignes vertes là. Alors, il y en a deux que j'ai tracées, j'aurais pu en tracer beaucoup plus, mais alors le schéma devenait très lourd. Les lignes vertes sont un petit peu plus compliquées parce qu'elles sont liées en fait à ça. Elles sont liées à ça. Alors évidemment, je ne vais pas vous abreuver de mathématiques. Vous avez ici une fonction. Alors est-ce que ça définit l'équation d'une droite? Enfin, oui et non, parce que ça, c'est pas une contrainte. Là, on cherche justement à maximiser cette valeur. Ce que je vais vous dire, c'est que tous les points, vous avez une ligne verte ici, il y en a une là, qui continue, hein, il y en a une autre là, on pourrait en tracer d'autres. Hein. Toutes les droites, je pourrais tracer plein de, ce qu'on appelle un faisceau de droites parallèles en vert. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la droite verte qui maximise la marge. Et il faut savoir qu'en fait, et c'est ça, je voulais le dire, sur chaque ligne verte, la marge est la même. On va même la calculer. Ah, prenons le point qui est là. Regardez. Vous voyez là, ce point-là 1,1. Quelle est la marge en 1,1? Bon, je ne chipote pas au tableur. C'est 3 plus 2. Hein, c'est 5 euros. Donc, sur cette droite-ci, il y a une marge. Toutes les solutions que l'on trouve sur cette droite-ci rapporteront 5 euros. En fait, dans la pratique, il n'y en a qu'une. Elle est là. Les autres, n'oubliez pas que c'est des solutions entières. Hein, entières. Donc, évidemment qu'on voit plein d'autres points sur la droite, mais malheureusement, il n'y en a aucune qui sont entières, sauf celle-là. Hein, sauf celle. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu se méfier. Prenons l'autre droite qui est ici, l'autre droite verte. Ben, je vois qu'il y a ici, voilà, justement, il y en a encore un, et il y en a encore un là. C'est probablement, on va essayer les deux pour voir. Hein. Prenons celle-là, tiens. C'est A égale 0, B égale 5. 10 euros. 0 pour A et 5 fois 2, 10. Ça rapporterait sur cette droite-là 10 euros. Donc toutes les solutions sur cette droite-là seraient à 10 euros. On va tester. 2, 2. 2, 2. 6 plus 4, 10. Hein? 10 euros également. Donc tous les points, toutes les solutions sur cette droite-là, il n'y en a que 2 évidemment, pour ça. Et donc on comprend qu'en fait, le but du jeu, alors là c'est évidemment une analogie visuelle, hein, c'est d'essayer de déplacer cette droite et de la mettre la plus haut possible, sans sortir de la zone autorisée. Hein, on peut encore, là je dessine à main levée, donc désolé si je ne sais pas faire de droite ici, il n'y a pas de dessin, non, tant pis. Donc je peux avoir une droite comme ceci, ben, c'est pas droit, hein, faut m'excuser, encore une autre là, je continue, et en fait, on est en train de se dire, vu la pente de la droite, elle pourrait aller jusqu'ici. Elle pourrait aussi arriver là d'ailleurs. Hein. Elle va aussi, si je bouge ma droite, elle va arriver. Elle va passer par ce point.
Et il y a encore le point ici où elle passera aussi un jour. Hein, si je déplace vraiment ma droite verte, elle va aussi arriver là. Mais on sent bien, c'est dommage que j'ai pas, hein, j'ai un bâton. De la chance. Multifonction ce bâton. Non seulement on ouvre les fenêtres, mais en plus on dessine des droites avec. Voilà, donc vous avez un bâton comme ceci. Donc vous sentez bien, vous le bougez, vous allez là, vous passez sur le point qui est ici, un peu plus haut, vous passez là, et encore plus haut, vous êtes là, mais là vous êtes à la limite du terrain, si j'ose dire. Et donc, quelque part, c'est là que ce sera le plus haut, puisque vous avez compris, hein, plus je bouge vers le haut, plus ça correspond à une valeur élevée de la marge. Et donc, la marge maximum, elle doit être ici, hein, probablement. Hein, c'est ça l'idée. Alors, j'ai fait l'idée là, ça peut paraître compliqué. En fait, mathématiquement, ça va être très simple. Beaucoup plus simple que vous le croyez. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'il va faire le calculateur? Ben, le calculateur, le solver, il a déjà les droites qui sont enregistrées, donc il connaît déjà les contraintes. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va un peu regarder dans ce polygone, oui, parce qu'il y a une petite propriété, vous l'avez peut-être deviné, mais sans le dire, il y a une petite propriété, une caractéristique, ici. Toutes les contraintes sont des droites. Fondamentales. Toutes les contraintes, ici, dans ce type de problème, sont des droites. Le noir, c'est une droite, le rouge est une droite, le bleu, c'est une droite. Toutes des droites. Donc, si vous prenez un faisceau de droite qui représente la marge ici, l'optimum, le maximum ou le minimum, doit se trouver sur un sommet du polygone. Donc les seules solutions à envisager, c'est celle-là, celle-là, c'est celle-là aussi, qui est aussi sur un sommet, et celle-ci. À la limite, on pourrait encore ajouter celle-là, par exemple, ou celle-là, mais là, elles vont vite être éliminées puisqu'elles sont hors compte. Et on peut imaginer alors un algorithme qu'on appelle le simplex, qui part d'une solution quelconque, je vais le faire en jaune, pour montrer le petit chemin qu'il va parcourir. Il part ici, on lui donne une solution de départ, comme on lui donnera 0, 0. On ne prend pas de risque. Et il va calculer les intersections de droite. Il n'y a pas beaucoup de droites ici. Hein. Il y a une droite noire, une deuxième, une rouge, une bleue. Il y a 4 droites. Bon, pour un ordinateur, calculer les intersections, c'est un petit calcul matriciel, ça prend un millième de seconde et c'est fini. Et il va calculer les intersections. Il va par exemple aller comme ceci jusqu'à la première intersection. Il ne peut pas aller plus loin, il va alors longer ici directement jusque là. Il va chaque fois calculer la marge, il voit que là c'est 0 la marge, ici c'est un peu plus, je ne sais pas moi, 12 peut-être, je dis n'importe quoi, 12 ici. Il va à l'intersection suivante, là il va calculer, je crois que c'est 16, je ne suis pas sûr, 16. Il va encore aller à la suivante, et là il va redescendre à 15, à peu près. Et il dit, ah stop, j'ai atteint le max, là je suis en train de descendre, donc c'est fini, le problème fini, c'est ici la solution, terminé. Et ça, donc vous avez vu, mathématiquement, je pars de 0, je vais jusque là. Là, il y a combien d'opérations? Quelques-unes, pas beaucoup. S'il fallait le faire à la main, ce serait pas très marrant, parce qu'il y aurait chaque fois des calculs d'intersection avec des inversions de matrices, et tout ça, c'est pas très marrant. Mais pour l'ordinateur, ça n'a aucun problème, hein, évidemment. Simplex, le simplex, l'algorithme du simplex. Moi, à l'UNIF, en première année, j'ai dû le faire à la main. On était des durs à l'époque. Pas comme aujourd'hui, une bande de mollassons avec leur ordinateur, mais c'est... oui, moi j'ai dû faire, et on m'a demandé, c'est un problème un peu de ce genre-là, pas plus compliqué, mais on m'a dit, allez, vous me donnez les équations des droites et vous calculez les intersections des droites, et chaque fois inverser des matrices à la main, enfin bon, comme on a fait au cours, hein, déjà. Donc voilà, ça a pris toute une après-midi, hein, autant vous dire, hein, juste pour calculer ce point-là. Ça, je vous demanderai pas de faire, sauf si vous m'emmerdez. Bon, voilà. Donc, voilà, mais on va demander à Excel de le faire, évidemment, hein, c'est ça qu'on va faire. Donc, je répète bien, les fondements ici, c'est pour le simplex, la linéarité. La linéarité, c'est-à-dire les contraintes doivent être se représenter, si vous voulez, par des lignes droites. Parce que alors ça permet de passer
d'un sommet, c'est un polygone alors, et on peut passer d'un sommet à un autre, clac, 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 en 3 mouvements, enfin en deux temps, 3 mouvements. Bon, malheureusement, je dois effacer le dessin, parce que ça va être compliqué d'encore travailler dans Excel avec les graffitis là. C'est pour ça que je me permets de faire une petite avance, mais je n'ai plus assez de couleurs là. C'est embêtant ça. Je vais prendre le noir. Les contraintes ne sont pas toujours linéaires, ou la fonction de marge n'est pas toujours une droite. Vous pouvez imaginer des marges qui évoluent quand il y a des trop, peut-être que quand les quantités augmentent, la marge finit par se réduire parce qu'on devient un peu à bout de nos ressources. Hein, il faut travailler trop, il ne faut pas y payer des heures sup, donc ça réduit les marges. Ou alors, au contraire, quand on augmente, les frais fixes diminuent et donc la marge augmente, ça dépend dans quel contexte vous êtes. On peut imaginer des cas pareils. Mais alors là, ça n'est plus dans le simplex, parce que tout ce qui était ligne droite, la contrainte en rouge, par exemple, je vais plutôt prendre le rouge, tiens, la contrainte en rouge, elle est une belle ligne droite, mais ça pourrait devenir, si on raffine trop, une courbe, comme ça, par exemple. Alors là, évidemment, si vous avez une courbe en rouge comme ça, et en vert, la marge qui est non pas aussi un faisceau de droite, mais un faisceau de courbe, comme ça, par exemple, ben, ça devient un peu compliqué de trouver des intersections. Déjà, numériquement, c'est plus compliqué. Il faut faire bouger le vert, et là, il y a peut-être une intersection, mais ça devient alors du raffinement, parce qu'il y en a peut-être une là, mais on va avancer, il y en aura encore une là, et il faut la trouver. Donc, on est là dans le pas à pas. On ne sait plus faire les sauts de sommet en sommet, puisqu'en 3-4 étapes, on trouvait avec le simplex, 3-4 étapes finies. Si ce ne sont plus des contraintes linéaires, vous êtes dans des courbes pour schématiser, et alors là, ça devient du travail numérique beaucoup plus difficile, et plus long. Quand je dis difficile, c'est difficile pour la machine, hein, pas tellement. Voilà, donc ça c'était cet algorithme du simplex. Donc, voilà, je vais effacer ici ces annotations, parce que sinon je ne sais pas travailler. Voilà. Pardon, j'efface ces annotations. Je reviens, voilà. Ici. OK. On reviendra à ce genre de graphique un peu plus tard, pour un autre type de problème, mais en attendant, on a ce qu'il faut pour aller dans le solver. Et donc, ce que je viens de vous expliquer, on va mettre dans le solver. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Le plus dur, c'est d'établir ceci. Hein. Ça, c'est clair. Alors, parce qu'ici, il faut se dire, je dois le faire en fonction du solver. Dans LibreOffice, alors je ne sais pas avec quoi vous travaillez, normalement c'est LibreOffice, mais enfin, il y a toujours des gens qui font autrement. Il y a ça dans Excel, il y a ça dans LibreOffice. J'ai constaté tout à l'heure qu'il y avait, donc dans les outils Solver, voilà, il est là. Donc il est intégré, ça c'est pas mal, donc c'est direct d'accès. Voilà. Il ressemble très fort à celui d'Excel. Donc même, je vois que j'ai vu que mes corrigés, c'est encore les screenshots d'Excel, je pourrais les remplacer par les screenshots de LibreOffice, mais on s'y retrouve tout de suite parce que c'est le même ordre, c'est presque le même formulaire, donc, ok, c'est pas si urgent. Par contre, dans les options, là, il y a eu des différences sensibles, on en reparlera plus tard. Cellule cible. Alors la cellule cible, donc, ah oui, ça c'est aussi quelque chose, je ne l'ai pas dit, mais vous devez avoir une cellule, celle-ci, dans ce cas-ci, dans ce problème-ci, c'est cette cellule-ci, avec une valeur à optimiser. Bon, alors parfois c'est embêtant parce que vous avez parfois des problèmes multicritères. Ici c'est facile, on dit maximiser la marge. Facile. Mais quand il s'agit par exemple d'établir des horaires de classe, comme on a fait la semaine dernière, hein, des horaires pour les classes, les profs, les élèves, il peut y avoir plusieurs choses à optimiser. On veut minimiser les heures de fourche, ou on veut que tous les élèves commencent en même temps,
le plus qu'on peut. C'est une espèce de contrainte, vous allez me dire. Oui, mais c'est une contrainte qu'on ne saura pas respecter. Donc c'est entre une optimisation et une contrainte. Ou alors, on veut également que toutes les classes finissent en même temps. Comme ça, pour la sortie des cours, on peut mettre un pion à la sortie de l'école, c'est plus facile. Si les classes sortent à des heures différentes, c'est compliqué. Enfin voilà, il faut des bonnes raisons. Hein. Et donc, on peut se trouver très vite, très vite, dans des problèmes multi-optimisation, où il y a plusieurs critères optimisés. C'est pas le cas ici. Ici, c'est une fonction et c'est du nombre. Il faut des nombres. Hein. Bon. Alors, donc, B12, voilà, c'est ici. Optimiser le résultat à son maximum en modifiant ici les cellules. Il faut dire quelles sont les cellules qu'il peut modifier. C'est les valeurs d'entrée en orange. Ce sont ces deux cellules, B8, B9. Enfin, je dois lui dire quelles sont les contraintes ou les limitations. Enfin, le terme normalement c'est contrainte. Alors, je pense, attendez, tout à l'heure je ne l'ai pas fait. Vous avez vu que mon tableau ici, je l'ai voulu bien régulier. J'avais une idée en tête. Je n'ai pas testé tout à l'heure. C'est que vous pouvez, avec un peu de chance, en une seule ligne, tout mettre. C'est-à-dire, je mets la plage ici, avec les deux valeurs à gauche. Tous les deux, c'est inférieur ou égal, heureusement. Opérateur inférieur ou égal. À quoi? À une valeur. Et je mets les deux valeurs ici. Et je n'ai pas testé tout à l'heure si ça marchait. Sinon, on le mettra ligne par ligne. Alors, ça vient casse-pied. Il n'y en a que deux, ça va, mais quand il y a 10 lignes à introduire, c'est compliqué. Voilà. Donc, B5, B16, plus petit ou égal à D15, D16. En fait, vous avez fini. On a encodé ce qu'il fallait encoder. Vous voyez que utiliser le tableur n'est pas le plus difficile, mais il faut comprendre ce qui est mis. Et alors, vous avez options ici. Alors, dans les options, là, il faut faire un peu attention, parce qu'il y a des bugs. Il n'y en aura pas ici. Le moteur du solver, qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh bien, en fait, on est ici dans le solver linéaire, donc c'est le simplex, qui s'appelle CoinMP. Je ne connais pas CoinMP, on ne me les a jamais présentés, mais c'est probablement une spin-off d'une UNIF qui a développé l'algorithme. Vous pouvez le prendre, ça marche bien. Les autres, alors il y a un autre ici qui semble un peu moins bon. Il y en a un qui est buggé. Malheureusement, il est buggé, c'est ici, c'est le swarm. On a essayé tout à l'heure, on s'est planté. Et alors, il y a les evolutionary, ça, on les verra plus tard, la semaine prochaine. Il n'y a plus beaucoup de temps, ce sera la semaine prochaine, mais on va d'abord bien s'habituer au solver linéaire, mais prenez le CoinMP, et dans Excel, ça s'appelle simplex, tout simplement. Alors attention, il y a ici, parce qu'on a parlé des contraintes sur les nombres positifs, vous vous rappelez? Les valeurs doivent rester positives et entières. Ça, c'était deux contraintes supplémentaires. Vous pouvez les mettre ici. Interpréter les variables comme, les variables c'est ici, hein, variable d'entrée, comme des nombres entiers, et interpréter les variables comme non négatives. Bon, ça veut dire positives, quoi. Pour troubler les gens, il n'y a pas mieux. Hein. Non négatif, ça veut dire positif. Allez, positif ou nul. Voilà. Le reste, vous laissez. On fait OK. On fait résoudre. On va voir si ça marche. La résolution, c'est terminé avec, je pense que c'est bon. Terminé avec succès. Il arrive à 16 €. Conserver le résultat. Je pense que c'était ça. Oui, 1, 2, 5. Oui, on le voit ici d'ailleurs. Hein. C'est ce que j'avais dit. Hein. Vous vous rappelez, quand j'avais fait mes scribouillis, là, j'avais dit probablement que si vous bougez la ligne verte parallèle, le plus loin qu'elle peut aller, c'est là. Parce que là, il y a une solution. Et c'est en 2, 5. Eh bien, c'est ça qu'il m'a trouvé. Et on a la valeur 16 €. Donc 16 € est le max que la solution peut trouver. Voilà, si vous essayez d'autres choses, ben, ça n'ira pas. Par exemple, vous faites 1, 6, ben, c'est 15. Voilà. Donc 1, 6, c'est juste à côté, hein, c'est là.
Vous avez 0,7, aussi 0,7, on peut essayer, 0,7, 0,7 ici, ça marche, hein, mais c'est pas optimum. Là, c'est 14. On sent qu'on s'éloigne de l'optimum. Voilà. Et alors, dans l'autre sens, vous avez ici 3,3. Hein, on était à 3,3, parce que je peux prendre les solutions entières. Hein. 15, de nouveau, voilà, 3,3, on est à 15, etc. Et bien entendu, moi, si je me promène aux confins de la zone, ça ne sert à rien que je teste des valeurs plus basses. Hein. Ça sera évidemment beaucoup moins bon en termes de retour, hein, bien sûr. Alors, il y en a encore une ici, peut-être. 4,1. Allez, la dernière. 4,1. 14 euros. Notez que ce n'est pas catastrophique, hein, par rapport à 16, c'est 14. Bon, ça va. C'est pas, on ne va pas faire un caca nerveux, comme on dit, hein, mais bon, voilà. Sauf l'actionnaire, peut-être. Mais bon. Donc voilà. Et alors, comme j'ai tripatouillé, je vais faire tourner le solver, qui a retenu tout ce que je viens de lui dire. Il a tout retenu, ça c'est bien. Je résous, mais enfin, ça va me donner le même résultat, évidemment. Hein. Voilà, 16 euros, conserver le résultat. Enfin, je suis revenu à 2,5, qui est donc bien l'optimum qu'on a. Voilà. Et donc, on a répondu à la question déterminer le programme de fabrication qui maximise la marge totale. C'est-à-dire le nombre de sandwichs de chaque sorte qu'il doit vendre pour maximiser le gain. Et vous noterez, ceci est assez intéressant, que c'est contre-intuitif le résultat. Parce qu'on pourrait penser que les sandwichs A générant, et mis prime, en fait c'est plutôt le gain que je dois mettre là, le gain, ouais. Générant un gain de 3 euros, que l'on... Pardon ? Oui, on aurait dit intuitivement, sans regarder tous les graphiques et tout ça, oui, probablement qu'il y aura plus de A que de B dans la solution finale, et ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas, il y a plus de B que de A. En fait. Par contre, quand on voit la zone ici, on comprend un peu, quand on voit l'inclinaison de la droite verte par rapport aux contraintes ici, on dit, ah ben oui, c'est là que ça se trouve, hein, il n'y a pas de discussion. Voilà. Voilà. Alors, dernier point. Ah oui. Regardez les contraintes. Elles ne sont bien sûr respectées. Elles ne sont pas violées. Et en plus, ceci est intéressant à noter, on a consommé tout le pain, on a consommé tout le fromage. C'est pas mal. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je reviendrai avec finalement ce qu'on pourrait appeler, puis notamment ici, puisqu'il s'agit d'un stock de départ, hein, et on consomme le stock pour fabriquer ce qui est demandé. Ça aurait un sens, on verra ça un exercice plus loin, de travailler non pas avec deux nombres que l'on compare, mais de travailler avec la différence des deux. On verra ça plus loin. Parce que la différence des deux, c'est le stock restant. Alors évidemment, là, il n'y en a pas. Mais si je prends une autre solution, 3,3 par exemple, 3,3, voilà, le 3,3 se trouve ici, hein, c'est une bonne solution, c'est pas l'optimal, mais c'est une très bonne solution. Et là, on voit que j'ai consommé tout le fromage, mais pas tout le pain. Et la question économiquement intéressante, c'est, il me restera combien de pain? Toujours intéressant ça. Et là, je dois faire un calcul en plus. Je dois faire 7 moins 6. Mon stock de départ, moins ce que j'ai consommé. Ça va donner 1, évidemment. Hein. Donc ça n'apparaît pas directement, c'est une petite faiblesse ici du template qu'on va corriger un peu plus loin. Mais je pense que pour le plan pédagogique, c'était mieux, évidemment, de commencer par des relations plus naturelles de ce genre-là. Hein. Ma consommation doit rester inférieure à mon stock, donc qui est la limite de ce que je peux faire, etc. Voilà. Pardon? Inférieur ou égal au stock, bien sûr. Bon, voilà, je crois que là, j'ai à peu près tout dit. Bien. Mais tant que vous êtes frais, et vous allez être de plus en plus frais, puisque les températures vont baisser, puisque c'est la soirée qui avance. Bon, on peut rêver. Bon, voilà. Je vous propose d'attaquer directement, à son aise, un problème
proches, mais différents. Proches parce que c'est la même architecture, c'est la même couleur, même template, enfin non, c'est pas le même template, mais on reconnaît la même architecture. Il y a même un petit dessin explicatif, mais on peut déjà directement regarder ce graphique que j'ai tracé là. C'est un graphique, là, il est quand même fort différent du précédent. Hein. Le précédent, on veut maximiser, donc on part de 0 et on cherche, on va jusqu'au bord et on cherche là où ça rapporte le mieux. Ça, c'est maximiser. Pour l'orge, ici, enfin, là, on veut minimiser un coût. Minimiser. Et là, évidemment, on part de l'infini, parce que vous pouvez produire tout ce que vous voulez. Plus vous produisez, là, plus ça va coûter cher. Mais nous, on veut minimiser, et on voit déjà tout de suite dans le problème ici qu'il n'y aura que deux solutions possibles optimales. Celle-là ou celle-là. En fait, de nouveau pour le simplex, ça va être hyper simple. Il va faire une ou deux itérations et fini, basta. Bon. Alors par contre, il faut arriver à définir toutes ces contraintes, et on va le faire maintenant. Donc on raisonne ici en termes de coût à minimiser. Ça, c'est différent. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, est-ce qu'il y a des gens ici qui vivent dans une ferme? Oui, ça n'a rien d'honteux d'être vivre dans une ferme quand même. Hein. C'est quand même des gens grâce à qui on peut manger. Hein, donc, voilà. Mais je me doute bien qu'avec ce public de Bruxellois avachis... Ah, parfait. Ben, vous me raconterez vos expériences. Hein. Vous prendrez une douche avant de venir aussi, parce que c'est parfait. Voilà. Alors, moi, j'habite à la campagne, mais je ne vis quand même pas, contrairement à ce que tout le monde croit, je ne vis pas dans une ferme, et même pas, ni à proximité d'ailleurs. Il y en a de moins en moins des fermes. Par contre, toujours beaucoup de champs. Ça, c'est... Alors, en fait, ici, donc, on est dans l'alimentation vétérinaire et on va donner de délicieuses choses à manger à nos animaux, à savoir un mélange d'orge et d'arachide. L'orge, c'est très bon, hein, on fait des tas de bonnes choses avec de l'orge, hein, on fait du pain, mais surtout, on fait de la bière, voilà, surtout, c'est surtout ça, et du whisky. Et quoi? Ah oui, oui, en fait, mais c'est une céréale la plus répandue au monde, je pense. Hein. Au Tibet, on fait des espèces de galettes à base d'orge. Donc voilà, c'est très populaire pour l'humanité, disons, au niveau de l'humanité. Oui. Vous n'avez pas... Quoi, ça ici? Tiens. Alors, je vais venir voir ça, parce que... Vous êtes avec quel... Tiens. Donc vous êtes dans Excel. Ça, c'est un peu embêtant. Mais c'est Excel, ça, évidemment, vous prenez. Ça, c'est LibreOffice, mais enfin, normalement, ça devrait marcher, quoi. Vous pouvez utiliser LibreOffice, ça devrait aller. C'est quand même bien ODS, hein. Ouvrir avec... On va voir. Parce qu'à cause du logo, moi, je me suis fait avoir. Le logo, oui, il est vert aussi, hein. Oui, d'accord, je vois. Ouvrir une copie. Oui, parce qu'il est déjà ouvert de l'autre côté. Ça prend du temps, tiens. Ah, ben voilà. Là, vous avez les textbox. Donc, ça devrait aller. Hein. OK. Donc, on veut donc donner à manger à nos bestiaux en leur donnant donc un mélange d'orge et d'arachide. Regardez un peu ici l'avantage de l'un et l'autre, les inconvénients de l'un et l'autre. L'orge, donc une céréale. L'arachide, c'est une plante dont on extrait, je pense, surtout l'huile. Hein. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que des céréales. Par gramme d'orge, vous avez 9% de protéines, 2% de fibres. M'étonne qu'il y ait aussi peu d'ailleurs pour de l'orge. Enfin bon. Et pour l'arachide, vous avez 60% de protéines, 6% de fibres. Il faudrait quand même vérifier si ces chiffres sont corrects. Je ne les ai pas vérifiés. Bien sûr, l'arachide est plus riche, mais elle est plus chère. Il faut voir aussi les superficies cultivées. Hein, bon.
Alors vous avez là un coût, attention, c'est des euros en kilos, donc combien coûte l'orge, combien coûte l'arachide, vous avez les chiffres là. Et alors ce qu'on va vous demander, c'est de fabriquer des portions, une espèce de briques, un mélange avec les deux, donc d'un aliment pour bétail, on mélange les deux, source de protéines et de fibres. Mais, évidemment, il y a des contraintes. Parce que bon, là, on peut faire des tas de mélanges comme on veut. De nouveau, il y a des tas de solutions. Mais qu'est-ce qu'on veut? Alors, il y a 3 contraintes. Certaines peuvent un peu surprendre hein, dans la façon de s'exprimer. Mais bon. La quantité d'orge ou d'arachide est de minimum 400 grammes. Donc, en fait, ça peut paraître bizarre. Je vais peut-être en parler pour finir. Je vais d'abord commencer par les 2 autres. L'aliment fabriqué devra comporter au moins 30% de protéines. Bon, ça on comprend. Si vous faites un mélange d'orge et d'arachide, vous allez avoir forcément un taux de protéines entre 9 et 60%. Ça, c'est logique. Mais on veut minimum 30%. L'élément ainsi fabriqué devra comporter au plus, donc maximum, 5% de fibres. C'est tenable. Les fibres, c'est entre 2 et 6. Chacun dans le mélange des deux, ça va être entre 2 et 6. Maximum 5% de fibres. D'accord, j'ai pas de problème. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une troisième ici? Mais en fait, c'est parce qu'on a travaillé qu'avec des proportions, jusqu'à présent. Les pourcentages sont des proportions. Et donc, je n'ai aucune idée de la quantité. C'est quoi une portion? C'est 1 kg, c'est 100 grammes, c'est 0 gramme, parce qu'à coût minimum, c'est des portions de 0 gramme. Ah oui, 0 gramme, ça coûte rien. Donc là, si je ne précise pas quelque chose sur la quantité, je vais me retrouver avec 0,0 comme solution. Voilà, on va dire c'est ça qui vous coûte le moins cher, comme est capable de me dire un ordinateur. Mais bon, voilà. Donc là, on a un problème. Donc on veut dire que la quantité d'orge, donc là, minimum 400 grammes, c'est-à-dire la portion elle-même, hein, voilà, simplifions la phrase, la portion doit faire minimum 400 grammes. Donc la somme de l'orge et de l'arachide en grammes, minimum 400. Bon. Alors, regardons un petit peu. Donc, quelles sont les variables? Est-ce que tout est cohérent? Tout à l'heure, on a eu un petit problème d'incohérence, et il y a également un petit piège ici, mais, ok, on va regarder comme ça. Alors, on désire donc, c'est bien ce qu'on désire déterminer, c'est la composition avec de l'orge et de l'arachide. Je serais tenté de travailler avec des pourcentages, donc je veux des portions avec, je ne sais pas moi, 30% d'orge, 70% d'arachide, par exemple. Mais ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller parce qu'alors on va arriver à des 0,0, donc il faut travailler avec des grammes ici. Donc je vous le dis à l'avance pour ne pas rencontrer le problème. C'est pour ça que vous voyez bien les variables, c'est un certain nombre de grammes d'orge et un certain nombre de grammes d'arachide. Par exemple, et je mets des valeurs, c'est pour vérifier mes formules, je mets 200 et 300, par exemple, grammes. Ça ferait une portion de 500 grammes. Voilà. Voilà donc mes deux. Donc c'est ça que j'ai en tête. Donc ma quantité d'orge en grammes, ma quantité d'arachide en grammes. OK. Qu'est-ce que je peux alors, on commence souvent comme ça, quelle est la fonction à minimiser, c'est-à-dire quel est le coût d'une portion qui contient 200 grammes d'orge et 300 grammes d'arachide. Vous avez l'information ici pour vous aider. On va calculer ça. Minimiser quoi? Bon, c'est l'orge et l'arachide. Je commence par l'orge, 200 grammes ici, fois le coût au kilo de l'orge. Mais c'est au kilo. C'est beaucoup trop. Il faut diviser par 1000. Il faut diviser par 1000, auquel j'ajoute. Pardon? Oui, il faut avoir des grammes. 20, c'est le coût au gramme, plus 300 fois le prix de l'arachide, donc c'est 300 grammes d'arachide, fois 4,5 euros au kilo, divisé par 1000, 1,65 €, par exemple. Voilà, ça c'est correct. C'est correct. C'est un ordre de grandeur qui me semble tout à fait satisfaisant. Alors là, une petite erreur, il est mis par brique de 400 grammes, c'est vraiment le coût de l'alimentation, parce qu'on ne sait pas si ça va être 400 grammes, c'est par portion, voilà. Le coût de l'aliment pour une portion, la portion étant l'assemblage de ces deux
d'où vient. Voilà. Hein, bon, voilà, donc j'ai mes variables de départ, je calcule sans trop de problème ma formule à optimiser vers le bas. Et puis il me reste les contraintes. Alors les contraintes, là il faut arriver à lire, donc il y a une petite traduction ici, vous les lirez peut-être à vos années, je vais vous expliquer comment faire, parce que là il y a un petit calcul. Hein. La première est simple. On veut, donc il y a une contrainte sur le poids total. Alors, le poids total, c'est 200 plus 300. 500. La contrainte, c'est quoi? Minimum 400 grammes. Donc, 500 doit être plus grand ou égal à 400. Voilà. Alors, maintenant les protéines. Bon, là on me dit la contrainte, c'est là qu'il y a une petite complication. L'aliment ainsi fabriqué devra comporter au moins 30% de protéines. Bon, comment vais-je calculer? Parce que là, je suis amené à calculer la proportion de protéines dans l'orge. Vous allez voir qu'on va avoir un petit problème, mais c'est pas grave. Donc, on va faire le calcul peut-être manuel, hein, pour que tout le monde comprenne. J'ai ceci, quelle est la proportion? On fait à la main, on fait calculer à la main avant d'écrire la formule. Donc, j'ai 200 grammes. Donc, l'orge représente, on parle de quoi? De protéines. Hein, protéines. Donc, c'est cette colonne-là qui va intervenir. Donc, je fais comme calcul. Par exemple, c'est 9% de 200 divisé par 500. 200 divisé par 500, c'est la proportion d'orge dans mon machin, là, et à 9% donc, de protéines là-dedans, plus 60% fois 300 divisé par 500. Et ceci doit me donner des pourcentages, donc environ 40%. Voilà. Est-ce que c'est possible? Je ne dis pas que j'ai la moitié-moitié. J'ai un peu plus d'arachide que d'orge. Attendez, donc là, je vais de 10 à... Ça va quand même de 10 plus 20. On est quand même plus proche de l'arachide que de l'orge, puisqu'on a 40. S'il n'y avait que de l'arachide, on aurait 60%. S'il n'y avait que de l'orge, on aurait 9%. On est entre les deux, donc on a un montant entre les deux. L'ordre de grandeur tient la route. Donc je crois que c'est correct. Je crois que c'est correct comme calcul ici, donc à la proportionnelle. Une règle de 3, hein, en fait. Bon, maintenant, attention, on s'accroche un petit peu parce que je dois écrire la formule. C'est là la partie un peu difficile. Protéines. Alors, on peut refaire tout ça. Je vais mettre, si vous permettez, je vais simplifier. Je vais mettre 9% fois 200 plus 60% fois 300, le tout divisé par 500. C'est un tout petit peu plus court. Donc le divisé par 500, comme il est des deux côtés, je l'ai mis en évidence, si vous voulez. Et quand je sais ce qui va arriver, c'est bien utile de l'écrire comme ça. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai fait l'exercice et je m'y attendais, mais j'ai eu un stop du solveur. On va voir pourquoi. Donc, nous allons implanter cette formule-là. Donc, protéines, ouvrez la parenthèse, alors, le 9%, il est là, fois le 200 c'est la variable qui est là, plus 60% qui est là, fois l'arachide qui est là. Le tout est divisé par le total, mais le total, je l'ai déjà, déjà calculé là. Donc, plutôt que d'allonger la formule, je fais un raccourci. Voilà, divisé par BK. C'est bien sûr le même montant, voilà.
Zut. Attendez, je voudrais bouger ceci parce que j'ai besoin d'un peu de place. Donc le 500, c'est la somme des deux. Là, j'ai ma formule un peu plus compliquée. Voilà, tiens, cette fois-ci, je n'ai plus les couleurs dans la formule. Voilà. Alors, et c'est quoi? C'est quoi la contrainte? Au moins 30% de protéines. Alors, au moins, c'est minimum. Plus grand ou égal à 30%. 30%, et ça, je vais convertir en pourcent. Je présente comme des pourcents, voilà, 30. Donc, entre parenthèses, jusqu'à présent, une portion avec 200 grammes d'orge et 300 grammes d'arachide respecte les contraintes. 500 grammes, c'est plus que 400, et 39%, c'est plus que 30%. Donc, jusqu'à présent, ça va bien. C'est déjà une solution faisable. Mais je n'ai pas dit que c'était la meilleure. Alors, rebelote avec les fibres. Attention, là que c'est maximum 5%. Attention. Alors, avec les fibres. Je dois calculer la proportion de fibres. Je ne vais pas refaire une formule similaire, parce que c'est vraiment la même chose. Je m'inspire de cette architecture-ci, j'ouvre la parenthèse. Alors, pour les fibres, c'est 2% fois l'orge, plus 6% fois l'arachide. Je ferme la parenthèse. Je divise par le total que j'ai ici. 0,0. Oui, alors évidemment, c'est parce que ce n'est pas en pourcent. Voilà, c'est 4% 40. C'est un nombre entre 2 et 6. Donc, c'est déjà pas mal. Pour moi, c'est à peu près. Ça doit être juste. Ça doit être juste. Voilà. Alors, attention, donc, c'est au plus 5%. Donc là, c'est plus grand ou égal à 5%. Ah. Ouf. C'est un peu fatigant, il faut que je me repose. Oui, parce qu'il faut être très attentif à ce qu'on écrit. Voilà, je voulais un peu revenir ici. Je vais lancer le solver, bien sûr. Et vous voyez donc 3 contraintes. Voilà à quoi ça ressemble géométriquement. Donc les deux variables, je ne vais pas refaire les graffitis comme l'autre fois, parce que je n'ai pas grand-chose à rajouter. La première contrainte, il s'appelle x0, mais c'est en fait la quantité d'orge. La première variable, excusez-moi, première variable, c'est l'orge. La deuxième variable, c'est l'arachide, c'est vertical. Vous avez ici 3 droites formant les contraintes, dont une qui est, qu'est-ce qu'on appelle ça? Ça porte un nom, qui descend comme ça. Ça, c'est la contrainte sur le poids. Le poids, on dit minimum 400, mais indépendamment des proportions de l'une et l'autre. S'il y a plus d'arachide, il y aura moins d'orge. Ou alors plus d'orge, moins d'arachide. D'accord? Et tout ça, ça s'exprime avec, je vais faire un petit zoom arrière là, sur cette droite ici, c'est pas une diagonale, mais c'est une diagonale dans l'autre sens. Voilà. Et heureusement qu'il y a cette contrainte-là. Parce que s'il n'y avait pas cette contrainte-là, donc là je suis sûr que sur la contrainte, sur la ligne, toutes les réponses qu'il y a là, toutes les solutions qu'il y a là, font 400 grammes. Si elles sont plus haut, elles font plus que 400 grammes. Voilà. Mais là, elles font 400 grammes. Et heureusement qu'il y a cette contrainte-là, parce que s'il n'y avait pas cette contrainte, donc si on supprimait celle-ci, donc je n'aurais plus que les deux autres. Mais les deux autres, vous voyez, ça forme comme un entonnoir, comme ça, là, paf. Et alors, là, la solution minimum, on tomberait dans le zéro, on arriverait là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cette contrainte qui coupe, si vous voulez, cette contrainte de quantité, qui, voilà, me permet de gérer la présence de deux contraintes qui sont des contraintes de proportion et pas des contraintes de quantité. Et alors, laquelle est laquelle, ça je ne sais pas comme ça. Mais peu importe, ça n'a pas d'importance. Donc les deux contraintes sur les protéines et les fibres, ce sont ces deux-là. Et il y a un min et un max, ça c'est pas mal, ça veut dire que c'est la zone entre les deux. Quand vous sortez de la zone vers la droite, il y a trop de
Donc ça, c'est trop d'orge. Donc, difficile à dire. Trop d'orge, pas assez d'arachide, donc. Et là, il y a un problème, là. C'est quoi ça? Qui a fait ça, là? C'est pas juste, hein? C'est au plus, au moins, non, c'est au plus, non, plus petit ou égal, hein? C'est qui a mis plus grand ou égal? Je me suis trompé, hein? Non, c'est ça. Donc là, il faudrait voir dans laquelle des deux zones, enfin, dans la zone verte ou la zone bleue, vous violez une des deux. Voilà, il faudra un peu réfléchir, mais voilà, bref. Alors, tiens, donc la solution ici, 200, 300, est correcte, hein? En soi, elle est correcte. Donc B12 est à minimiser. En modifiant quelle cellule? Ces deux-là. Oui, c'est toujours un peu le même scénario. Hein. Attention aux références de cellules, parce que là, il y a des plus petits et des plus grands. Cette fois-ci, si vous voulez, on va faire les trois. On va dire une ligne, voilà. On pourrait faire mieux, hein, mais pour l'instant, on va juste faire copier-coller. Enfin, copier-coller, c'est façon de parler. Je fais ici, donc, B15, 500, plus grand ou égal à la valeur qui est là. Deuxième ligne. Cette valeur-ci, plus grand ou égal à la valeur qui est là. B16, D16, voilà. Et enfin, ici, fibre plus petit ou égal, à 5%. Tenez pas compte de solver LHS2, c'est des petites réminiscences du solver d'Excel qui traînent encore là derrière. C'est pas grave. Voilà. Ah oui, des options. En fait, il n'y a rien à changer. On va prendre le solver linéaire, le CoinMP. On peut cliquer pour les nombres entiers. Non. On n'a pas besoin d'avoir des nombres entiers, ce n'est pas nécessaire. Interpréter les variables comme non négatives n'est pas strictement nécessaire. On peut le faire, ça ne changera rien. Puisque de toute façon, on ne saurait pas avoir de réponse négative ici. Je fais OK. Et résoudre. Tiens, aucune solution n'a été trouvée. Le modèle n'est pas linéaire. Ça, je n'ai pas eu tout à l'heure. C'est gênant. C'est pas le bon solver, si, quand même. Ou alors, peut-être ceci, je ne crois pas, mais le modèle n'est pas linéaire. Ah oui. Oui. J'ai eu le problème tout à l'heure. Il y a un problème. En effet, il y a un problème tel qu'on a mis certaines formules. On n'est pas dans la linéarité. Linéarité, ça veut dire des plus et des fois. Et là, qu'est-ce qu'on a? Il y a une division. Une division par une valeur B15 qui est même variable. Variable, puisque B15, c'est celle-ci, et B15 s'appuie sur celle-là, donc c'est tout à fait une valeur variable. Ça aurait été une valeur constante, il n'aurait rien dit. Mais ça, c'est divisé par une valeur variable. On n'est plus dans des équations linéaires. Alors que dans notre esprit, on l'est évidemment, hein, puisque c'est des pourcents, ça ne change rien. Mais techniquement parlant, ce ne sont plus des équations linéaires. Ah, c'est embêtant. Oui, c'est un petit peu embêtant, parce qu'on va falloir réécrire la formule. Mais c'est ce qui est présenté ici à côté, là. C'est la formule que je viens d'écrire, sauf qu'il n'y a pas de division. Donc en fait, et pardonnez-moi de faire un petit peu de... Allez, c'est pas ça que je voulais faire, parce que j'étais ici. Je vais faire un tout petit peu d'algèbre. Je vais... En fait, le terme ici à gauche, je vais le multiplier par B15. Ça veut dire, fait disparaître. C'est plus des pourcents alors. Hein. Ça devient des grammes. Et le terme à droite, je le multiplie par B15 fois B15. Comprenez? C'est, je tripatouille la formule, et oui, mais c'est égal 30% fois B15. Ah, t'as pas assez de place. Voilà.
Ah oui, oui, c'est le nombre est trop. C'est pas des pourcents, ce sont des grammes. Voilà. Donc en fait, plutôt que de travailler en pourcentage, ce qui aurait été plus conforme à l'énoncé, je suis obligé de convertir ma formule pour qu'elle reste linéaire. Et donc là, vous avez, ça vous enlevez, et on compare ça à, là je dois insérer une colonne avant, voilà, je vais comparer à ceci. Voilà, ça va marcher. Simplement que ce qu'on exprime n'est pas tout à fait la même chose. Simplement ici, plutôt que d'avoir des proportions, hein, et de faire calculer la proportion de protéines dans le truc, on a calculé le nombre, le poids des protéines. Il y a 198 grammes de protéines là-dedans. Et la contrainte me dit, il faut au minimum 150 grammes. 150 grammes, c'est 30% de 500. Voilà, c'est un peu moins intuitif, mais c'est arithmétiquement tout à fait correct. Alors l'autre formule en dessous, ben, c'est la même chose. On fait fois B15 ici. Je vais directement enlever les pourcents, comme ça, il faut la paix, voilà. Donc ça c'est 22 grammes de fibres dans, ici la proportion, qui doit être plus petit que plus petit que 5% fois B15, voilà, que 25. Oui, 0,05 ou 5%, c'est la même chose. Hein. Oui, mettre le pourcent du bon côté, là. Voilà, c'est vraiment la même chose, et là j'enlève. Voilà, là désolé. Donc là, vous comprenez cette contrainte du simplex qui vous dit que tout doit être linéaire, sinon il se retrouve avec des choses qui potentiellement ne seraient plus des droites. Ce qui ici est faux. C'est faux parce qu'on est dans les proportions, donc tout va. Bref, tant pis. On fait avec. J'ai réécrit mes deux contraintes ici, et je vais maintenant lancer le solveur. Normalement, il n'y a rien à changer, puisqu'il a tout gardé. Je tape directement sur résoudre. Ah non, attendez. Les options, voilà, je vais même relâcher ça. Les options résoudre. Ah, cette fois-ci, il a trouvé quelque chose qui me paraît bon. Hein. Je conserve le résultat. Voilà. Donc, il a trouvé une solution qui fait 400 grammes. On s'en doutait un peu que ça allait être 400 grammes, hein, puisque moins il y a de la matière, moins ça coûte. Donc, forcément, il va réduire la matière jusqu'à atteindre 400 grammes, mais là, il ne peut pas aller en dessous. 235 grammes d'orge, 164 d'arachide. Voilà, bon, là, je n'ai pas besoin d'autant voilà. J'ai 14 grammes et des de fibres, c'est correct. Et en protéines, je suis au minimum syndical. Ah, voilà, 120 par 120. Il ne s'agit pas ici de ressources, il s'agit ici d'offrir une qualité nutritionnelle correcte. Donc, il me faut un minimum de protéines, il y a juste les minimums qu'il faut. Et il n'y a pas trop de fibres. Je pense que trop de fibres va fatiguer l'estomac des animaux, sans doute. Voilà, ils auront des coliques, des choses pareilles. Possible, j'en sais rien. Moi, je n'habite pas dans une ferme comme vous. Voilà. Donc, voilà une solution. 235, 164. On va encore une dernière fois aller regarder ce graphique. Elle est peut-être apparente. Donc, on retient 235, 164. 235. Alors, où est-ce que ça se trouve? C'est 220, c'est à peu près ici. Je monte, je fais l'innocent. Tiens, voilà. Oh, comme par hasard. Voilà, j'arrive ici à ce croisement. Est-ce que par hasard j'arrive à, c'est combien ici 164 on avait dit. Hein. Ça doit être à peu près là. Ça c'est bien donc l'optimum qui a été calculé. Sachant qu'il y en a un autre ici, on prévoit la différence pour voir en termes de coût. Hein, si c'est vraiment différent, c'est combien là 100, 300. Je vais essayer. Là, c'est 1,09 €. 100
300. Ah, quand même, 1,50 €. Ah oui, ah, c'est très différent. Très différent. Oui, oui, donc par rapport à l'autre, c'était 1,09. Vous imaginez le fermier, vous lui demandez lui là, il regarde même pas quoi. Bon, voilà, il ne va pas se dire oui mais c'est peut-être mieux s'il y a un écolo dans le coin, vous dire mais c'est mieux pour les animaux. C'est bon et là bon. Donc voilà. Donc évidemment j'ai perdu mon optimum, je vais le rechercher. Il n'y a rien qui a changé, donc je le lance. Voilà, 1,0. Mais vous remarquez qu'ici, ça vaut la peine d'un peu chipoter, c'est quand même. Alors, je ne pense pas qu'ici, c'était évident, intuitivement, de trouver cette fraction. Je ne pense pas que c'était possible. Il aurait fallu chipoter et rechipoter, on l'aurait trouvé, mais bon, voilà. Ok. C'est bientôt l'heure de la pause. Je pense que c'est une pause bien méritée. Voilà. On va encore faire jusqu'à la fin de la soirée d'autres exercices du même genre, mais d'abord la pause.